Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux bonnes pratiques de prévention pour mener en sécurité les chantiers de bâtiments à ossature métallique. Vous êtes à peu près 210 inscrits et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je vais commencer par vous présenter les différents intervenants de la CARSAT Nord-Est qui vont présenter ce webinaire. Donc, Amandine Bram, qui est assistante et qui animera le chat et vous donnera au fur et à mesure de la présentation l'ensemble des liens. Et Régis Fénard, qui est contrôleur de sécurité sur les activités du BTP et qui, lui, vous présentera des bonnes pratiques repérées dans les entreprises et sur les chantiers. Marc Bury, qui est ingénieur conseil spécialisé en BTP et qui développera les thèmes opérationnels prioritaires de prévention à mettre en œuvre. Nous avons à la technique aussi aujourd'hui Nicolas Borghi de notre service communication et moi-même, donc je suis Nicolas Lombard, ingénieur conseil, et je suis chargé de vous accueillir dans ce webinaire. Un bref rappel sur l'utilisation de l'outil Livestorm que nous utilisons aujourd'hui. Donc, vous trouverez en bas à droite 6 boutons. Le bouton question, ce sera pour répondre, sera pour poser vos questions. Le bouton sondage que vous pourrez utiliser pour répondre au sondage lorsque Marc vous y invitera. Le bouton de chat pour échanger avec nous et aussi entre vous, et le bouton lien pour accéder aux différents liens au fur et à mesure de la présentation que vous déposera Amandine. Le webinaire est enregistré, un replay sera disponible en fin de présentation avec le diaporama présenté et l'ensemble des liens. Nous travaillons pour l'assurance maladie risque professionnel de la sécurité sociale qui regroupe sur l'activité prévention les CGSS en Outre-mer, la CRAMIF à Paris, les CARSAT en région, l'INRS et Eurogip qui est un observatoire sur les questions de prévention au plan international. J'ai oublié de vous dire aussi les boutons, vous avez le bouton APPS qui vous permet d'accéder au partage de documents. Nos missions, c'est indemniser les victimes, fixer les cotisations des entreprises et prévenir les risques professionnels pour les entreprises du régime général. Nous vous parlons aujourd'hui depuis Nancy, siège de la CARSAT Nord-Est, dont la circonscription s'étend des forêts des Ardennes à celle des Vosges, en passant par la Champagne et les Mirabelles de Lorraine. Dans notre rôle d'assureur, nous développons des actions de sensibilisation et d'accompagnement sur les risques professionnels pour les entreprises, tout ça en matière de prévention. Vous avez ici une partie de notre offre de services et les chiffres du secteur du BTP sur nos 7 départements. Alors, ce sont notamment 11 800 établissements, 11 800 entreprises, 57 000 salariés. Et par an, ce secteur représente 3 000 accidents du travail et 250 maladies professionnelles. Chaque année, le secteur engendre la perte de 265 000 journées de travail. Voici le sommaire que nous allons développer au cours du webinaire. Donc, Marc commencera par vous présenter les responsabilités et les missions du maître d'ouvrage. J'utilise tout de suite un terme du bâtiment, le maître d'ouvrage. Je sais que toutes les personnes qui assistent ne sont pas spécialistes du bâtiment. Donc, Amandine va vous partager un lexique du vocabulaire du BTP qui aidera les non spécialistes à comprendre nos acronymes et ce vocabulaire. Régis vous développera les bonnes pratiques repérées sur les chantiers, alors en conception en entreprise et sur les chantiers. Et puis, je reviendrai vers vous en fin de webinaire pour vous donner les liens, les accès, vous expliquer les ressources que nous vous mettons à disposition. Et puis, dans toute fin de webinaire, on aura un temps dédié aux questions. Je vais passer la parole à Marc Bury, qui va commencer, je crois, par une question, il me semble. Eh bien oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on vous propose une petite question à laquelle on vous invite à répondre sur la partie sondage en bas à droite de votre écran.
n'hésitez pas à vous y mettre. Alors, quels sont les acteurs de la sécurité sur un chantier de construction de bâtiments à ossature métallique? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage, le principal acteur? Est-ce que c'est le coordonnateur SPS? Est-ce que c'est le maître d'œuvre? Voire les entreprises intervenantes. Vous avez peut-être plusieurs questions, peut-être plusieurs réponses possibles. N'hésitez pas à répondre au sondage, à soumettre le vote. Cliquez sur la petite touche qui va bien. On attend vos réponses là, quelques instants encore. Notre webmaster Nicolas est en train de recueillir. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre. Voilà, encore quelques instants pour que tout le monde puisse profiter de ça. Alors, est-ce qu'on a déjà assez de réponses sur le sondage? Oui, je crois que là, on a des réponses. Alors, effectivement, vous avez tous répondu. Très bien, vous avez effectivement, pour la plupart d'entre vous, répondu effectivement les quatre acteurs, maître d'ouvrage, coordonnateur, maître d'œuvre et entreprise intervenante, sont les quatre acteurs sur les chantiers, quels qu'ils soient d'ailleurs. Alors effectivement, je voudrais d'abord, en premier lieu, en revenir sur le maître d'ouvrage, qui est, à notre sens, l'acteur clé de la prévention sur chantier. Ce maître d'ouvrage-là, effectivement, en tant que maître d'ouvrage dès le lancement de son projet, dès les premières phases d'études, va s'appuyer sur un coordonnateur SPS qui travaillera en concertation avec le maître d'œuvre qui aura été nommé. Alors l'intérêt étant d'abord au départ de prévoir dans le plan général de coordination les mesures de prévention que je vous décrirai dans la suite de mes propos. Au-delà de ça, on essaiera d'intégrer ces mesures de prévention dans les différentes pièces du marché autres que le PGC, notamment le dossier de consultation. Et enfin, le maître d'ouvrage aussi devra exiger la mise en œuvre des mesures de prévention par les entreprises titulaires ou sous-traitantes des différents lots et des différents marchés. Alors, effectivement, depuis de nombreuses années, les actions conduites par nos caisses, CARSAT, CRAMIF, CGSS, nous ont amené à inciter les maîtres d'ouvrage à favoriser la prévention en mutualisant notamment dans les marchés de travaux les moyens pour maîtriser les risques de chute, les moyens pour maîtriser les accidents de manutention, améliorer les conditions de travail et l'accueil sur les chantiers, et bien sûr sécuriser les interventions de maintenance une fois le bâtiment construit. Alors pour cela, nous avons construit ce que nous avons appelé les thèmes opérationnels prioritaires, qui ont été déclinés selon les trois typologies principales de construction de bâtiments que vous connaissez, à savoir la construction de logements individuels, de maisons individuelles, la construction de logements collectifs et de bureaux, et puis enfin, bien sûr, la construction de bâtiments industriels ou commerciaux, sujet que l'on développera un petit peu plus avant dans ce webinaire. Alors, revenons sur ces thèmes opérationnels prioritaires pour les bâtiments industriels et commerciaux à structure métallique, objet de notre thématique aujourd'hui. Ces thématiques ont été déclinées selon, on va dire, 5 thèmes essentiels: la coordination SPS, la prévention des chutes, la gestion des manutentions et des approvisionnements, l'hygiène, les conditions d'accueil sur chantier, et enfin les interventions lors de la maintenance des bâtiments, interventions ultérieures. Alors, premièrement, si l'on parle effectivement du top coordination SPS, eh bien le maître d'ouvrage doit organiser la coordination afin d'intégrer effectivement les moyens en commun de prévention dès le départ de son projet, en veillant donc à une mise en œuvre ensuite tout au long de l'opération avec l'aide du coordonnateur SPS. Pour cela, 3 conditions indispensables pour réussir une bonne coordination. Premièrement, il s'agit de nommer le coordonnateur SPS le plus tôt possible au moment du projet. Alors, la coordination doit être désignée au moment du démarrage de l'APS, elle peut être désignée même un peu plus tôt. Deuxième condition essentielle, indispensable, c'est de définir et de formaliser les modalités de coopération, cette fois-ci entre le coordonnateur et le maître d'œuvre de l'opération, de façon à ce que l'un travaille avec l'autre et à deux, ils puissent intégrer les propositions qui vont être faites.
Bien sûr, il s'agit aussi de donner l'autorité et les moyens nécessaires au coordonnateur pour faire notamment cesser des situations de risque. Troisième condition essentielle pour une coordination réussie, bien sûr, c'est de faire intégrer les propositions que le coordonnateur va faire au niveau de son PGC, au niveau du futur document dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, intégrer ces propositions dans les cahiers des charges, dans les pièces des marchés, dans le dossier de consultation des entreprises que va rédiger le maître d'œuvre avant de lancer l'opération. Alors, je vous propose de revenir peut-être maintenant sur les autres thématiques opérationnelles prioritaires. Alors, premier top, bien sûr, ce sont les chutes, la prévention des chutes. Là, il s'agit au travers de 3 axes essentiels d'avoir une plateforme stabilisée qui permette de sécuriser les travaux, notamment les travaux en façade. Il s'agira aussi d'avoir des accès en toiture, que ce soit des accès définitifs mis en œuvre ou au moins provisoires, avec des cheminements sécurisés. Et enfin, troisième point essentiel, c'est de prévoir les protections collectives définitives ou temporaires, le temps qu'elles soient définitives, sur les accès et les périphéries du bâtiment. Top suivant, ce sont les gestions des manutentions et des approvisionnements. Là, nous encourageons les maîtres d'ouvrage à prévoir avec le coordonnateur des aires de livraison et de stockage, notamment des cheminements sécurisés, et de construire un dossier harmonisé, un document harmonisé de l'organisation des livraisons sur chantier. Le DOL, vous le trouvez dans la recommandation R476 qui va vous être mise en ligne par Amandine. Deuxième point essentiel, c'est des livraisons sécurisées à chaque niveau du bâtiment, notamment en organisant le transport vertical des charges et des personnes. En l'occurrence, sur un bâtiment industriel, on peut très bien s'appuyer sur l'utilisation d'un manuscopique avec une barrière écluse. Sur un bâtiment plus haut, on aura peut-être un lift de chantier. Et enfin, troisième élément essentiel, c'est d'avoir des circulations à l'intérieur du bâtiment facilitées grâce à l'exécution du dallage le plus tôt possible qui va permettre de travailler sur les aménagements intérieurs du bâtiment lorsqu'il sera en cours d'achèvement. Autre thématique importante, c'est l'hygiène, les conditions de travail, les conditions d'accueil sur chantier. Là, nous encourageons vivement les maîtres d'ouvrage à prévoir les VRD, les voiries réseaux divers du chantier avant le démarrage des travaux proprement dits du bâtiment. Il s'agit de pouvoir accéder directement à la plateforme dans de bonnes conditions. Derrière ça, bien sûr, ne pas oublier d'avoir une base vie comprenant vestiaire, réfectoire et sanitaire suffisamment bien dimensionnée pour l'ensemble de l'opération, base vie qui sera mutualisée entre les entreprises et bien sûr raccordée à l'eau, à l'évacuation, à l'électricité. Et puis dernière chose, prévoir une alimentation électrique du chantier qui permettra notamment d'avoir un éclairage provisoire de chantier pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Actuellement, nous sommes encore en hiver et les conditions d'éclairage sont essentielles pour un bon chantier. Et enfin, on va terminer par le top intervention ultérieure sur l'ouvrage. Bien là, effectivement, nous engageons vivement l'équipe de conception, de maîtrise d'œuvre, de coordination avec le maître d'œuvre à prévoir en toiture accessible, en toiture plane, des garde-corps, à défaut aussi des acrotères en rive de toiture à au moins 1,10 m, de prévoir des accès à ces toitures et aux zones techniques où vont se dérouler les opérations de maintenance grâce à des moyens adaptés. Alors, soit une échelle à crinoline, voire mieux, un escalier droit qui permet de monter en toiture. Et puis, dernier élément essentiel qu'il faut ne pas oublier sur ces opérations-là, c'est de protéger l'ensemble des surfaces fragiles par des baraudages notamment, que ce soit les éclairages zénithaux ou les skydomes et les ouvertures de désenfumage. Alors, rappelez-vous simplement, pour finir sur ces présentations des tops, c'est que les caisses sont susceptibles de pouvoir accompagner et les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage et les coordonnateurs SPS sur les opérations. Pour cela, on peut vous aider à désigner le coordonnateur le plus tôt possible en fixant les modalités de coopération avec le maître d'œuvre. On peut accompagner le maître d'ouvrage pour qu'il prévoie bien avec son coordonnateur les tops dans les PGC qui vont être rédigés. Ensuite,
éventuellement inciter et accompagner les donneurs d'ordre et les coordonnateurs à ce que ces TOP soient bien inclus dans les dossiers de consultation, puis dans les marchés et les contrats de travaux. Et enfin, vous incitez à exiger la mise en œuvre de ces TOP par les entreprises que vous allez désigner pour les opérations. J'en ai fini, je vais céder la parole à Régis qui va revenir plus en détail sur les bonnes pratiques déclinées dans la construction de bâtiments industriels en charpente métallique. À toi Régis. Merci Marc. Bonjour à tous. Alors je vais quand même vous expliquer un peu la démarche qui avait été mise en place, qui va nous amener à traiter tous les différents sujets qui vont suivre. En fait, tous les travaux qui ont été menés sur l'activité de charpente métallique, tant en termes de conception que réalisation, ainsi que tous les aspects, on va dire, maîtrise d'ouvrage, avec la prise en compte effectivement dans les pièces marchées, comme nous l'a rappelé Marc, de tous nos tops, nos recommandations et nos préconisations, tout ce qui est observation qui a été faite au niveau des bureaux d'études des différentes entreprises, bureaux des méthodes, et puis aussi les constatations qu'on a pu voir pour la mise en œuvre sur les chantiers. Tout ça, en fait, tout ce qui va être abordé, c'est issu d'un programme d'action régionale construction métallique qui a été déployé sur la CARSAT Nord-Est. Alors, c'est une démarche qui a mobilisé 4 personnes et j'en profite pour remercier Cécile, Benoît et Dominique qui ne sont pas présents parce que tout le monde ne peut pas être derrière son écran. Et en fait, il y a 2 grands axes de travail qui ont été suivis. C'est-à-dire une première approche des travaux de bureaux d'études et de méthodes des entreprises, et puis des observations sur les chantiers de charpente métallique sur notre circonscription. On a également suivi un troisième axe qui a été exploré, mais on l'a beaucoup moins fouillé, c'était celui qui était tourné vers les maîtrises d'ouvrage et puis leur approche à eux en conception, parce que c'était un peu plus compliqué d'aller vers ces gens-là, les maîtrises d'œuvre notamment, et puis d'avoir des éléments réellement exploitables. Voilà. Alors, en fait, vous avez compris, on a déployé deux grands pavés qui ont été une partie conception, plutôt tournée vers les entreprises, puisqu'elles travaillent dans le cadre de leurs travaux en amont pour créer ce bâtiment en charpente métallique dans le cadre de leur bureau d'études, et puis une partie chantier, ce qu'on va retrouver de toute façon par la suite. Alors, comment on a fait pour cette partie conception? En fait, on a établi un état des lieux sur toute la circonscription dans la quasi-totalité des établissements présents chez nous sur nos 7 départements. On a rencontré donc tous ces services de bureaux d'études et méthodes des entreprises, à savoir que ça concernait une bonne trentaine d'établissements et on est allé chez eux. Alors c'était petite structure, grosse structure, moyenne structure, et puis également des domaines d'intervention, de prédilection que pouvait avoir chaque entreprise, avec des domaines plutôt agricoles et viticoles pour certains, pour d'autres qui étaient plus, on va dire, dans des travaux beaucoup plus de cavalerie, c'est-à-dire des boîtes à chaussures, des grands parallépipèdes avec des complexités relativement réduites, et d'autres entreprises aussi, c'était surtout les plus grosses, où là on est intervenu et qui elles avaient des chantiers recherchés architecturalement un peu plus poussés, ou alors avec des ouvrages qui pourraient se rapprocher du génie civil, type passerelle ou autre. Donc on avait un panel de petits chantiers à grands chantiers, ce qui nous a permis d'observer énormément de pratiques, tant dans les bureaux d'études que sur chantier, puisque les observations sur chantier, elles nous ont permis d'observer des bonnes pratiques et également des moins bonnes pratiques. Une chose notable, c'est que en fait, dans l'activité charpentier métallique, elle rayonne sur des secteurs géographiques beaucoup plus grands en général que sur nos secteurs à nous de CARSAT. Donc, ce qui fait qu'on a pu voir aussi des gens qui venaient des circonscriptions extérieures, les gens qui étaient sur notre circonscription allaient aussi ailleurs. Et donc, c'est d'autant plus vrai que la structure de l'entreprise est importante. Alors, pour illustrer tout ça, je vous invite à visionner une première vidéo qui a été réalisée sur notre secteur, et puis plus précisément avec des entreprises des Vosges et de la Haute-Marne. Bonjour, je m'appelle Alain et je suis directeur général de la société Bâtiment Service située à Thaon-les-Vosges.
Comme vous le savez, la CARSAT publie régulièrement des documents liés à la prévention des risques professionnels. Aujourd'hui, nous allons parler des bonnes pratiques liées à la prévention des chutes sur chantier, et notamment pour les constructions métalliques. C'est en amont, au niveau de la conception de la structure, qu'il faut anticiper les solutions à mettre en place pour préserver la sécurité tout au long du chantier. Et pour assurer la sécurité des salariés, il faut privilégier les protections collectives, chercher à adapter l'ergonomie des postes de travail, sans oublier de prévoir des moyens communs aux différents corps d'État. Lors de cette étape de conception, vous pouvez d'ores et déjà intégrer les garde-corps définitifs à la charpente. Comme cela, ils seront prêts pour la suite des opérations. Sinon, prévoyez des supports de potelets pour la future installation des garde-corps. Et pour faciliter la pose des filets en sous-face, pensez également à intégrer des œillets dans les pannes pour l'accrocher. Pour continuer dans cette démarche de préparation, vérifiez au préalable la pression admissible au sol de la plateforme. Vous éviterez les surprises au moment du levage. Je vous recommande aussi de faire matérialiser en atelier le centre de gravité des structures, par exemple à l'aide d'encoches ou de poinçons. Intégrez directement dans un élément de charpente des anneaux pour faciliter le levage des grosses pièces. Et prévoyez également l'utilisation d'un palonnier pour les opérations de levage et de manutention. Et bien sûr, définissez un mode opératoire privilégiant le montage des éléments au sol. Cela peut paraître évident, mais c'est mieux en anticipant. Assurez-vous, après de la maîtrise d'œuvre, de la présence sur le chantier. 1. De voies de circulation. 2. De zones de livraison et de déchargement. 3. De zones de stockage. Vérifiez également que des surfaces de circulation des engins soient bien prévues en périphérie de surfaces de construction. Et assurez-vous de la présence des zones de stockage provisoires à proximité de celles-ci. Toutes ces étapes sont à réaliser en amont et sont indispensables pour garantir la sécurité de tous les intervenants sur le chantier. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et l'essentiel est dedans. Le maître mot à retenir, en fait, c'est anticipation en phase d'étude. Anticipation pour la phase du montage et puis pour les interventions ultérieures. En fait, on peut voir deux grands pavés qui sont celui des protections collectives, l'anticipation des protections collectives, et un autre grand pavé qu'on pourrait qualifier d'ergonomie, mais on va le qualifier de façon très large, le sens ergonomique très large de la chose. Concernant les protections collectives, les garde-corps définitifs intégrés à la charpente, en effet, vous avez pu voir, on a pu le voir sur la vidéo, c'est pas une vue de l'esprit, ce sont des images qui ont été tournées chez nous, donc ça peut exister, ça peut se faire. Double intérêt à ça, en fait. Les garde-corps sont en place pour l'intervention et la pose des panneaux de couverture et sont en place également lors des interventions ultérieures sur l'ouvrage si nécessité il existe d'aller faire de l'entretien divers et variés sur la couverture pour des blocs d'extraction, que sais-je. Support de potelet à demeure. On a pu voir effectivement une des bonnes pratiques qui a été faite là par une des entreprises qui figurait sur la vidéo. On voit les supports de potelet. Donc ces supports de potelet à demeure, ça va nous permettre de mettre en place les potelets et les lisses pour l'intervention de pose de panneaux sur la couverture et éventuellement de les avoir aussi à disposition comme dans le cadre des garde-corps définitifs, s'il y a des interventions ultérieures à faire sur l'ouvrage. Donc on peut aisément aussi comprendre que s'il n'y a pas d'anticipation en phase d'étude et de mise en fabrication de ce support de potelet, c'est compliqué de les avoir sur chantier. Alors ce sont des bonnes pratiques qui peuvent devenir des habitudes dans les entreprises. Et en fait, sur une masse de construction d'un chantier de charpente métallique, ça représente vraiment économiquement rien du tout. Ensuite, on a pu entendre la personne, le chef d'entreprise, qui parlait des réservations et des œillets d'accrochage pour les filets en sous-face. En effet, bon, on reviendra sur les filets en sous-face de façon plus détaillée et plus longue lorsqu'on parlera de la phase chantier.
Pourquoi des œillets d'accrochage pour les filets en sous-face? Eh ben, pour deux raisons en fait. Une première qui fait que elle va imposer aux poseurs de filets, souvent sous-traitants, de respecter les espaces d'accrochage du passage des cordelettes des filets. Et d'autre part, quand vous avez le poseur de filet qui intervient, en fait, il a sa charpente qui est à nu, qui est seule, donc facile pour lui de passer sa cordelette d'accrochage autour des différentes pannes, puisque l'emplacement est libre. Sauf que en fait derrière, il va y avoir l'entreprise qui va poser panneaux de couverture, qui va poser ses panneaux, les fixer sur ces pannes et qui va en fait emprisonner cette cordelette. Alors c'est des choses qui se passent de façon, on va dire, courante aujourd'hui, d'emprisonner cette cordelette, et ça complique forcément le démontage des filets de la part des poseurs. Voilà. Donc, vous avez dit un autre pavé ergonomie au sens large du terme. Donc, le sujet des accès périphériques carrossables a été abordé. En fait, ces accès périphériques, ça va permettre quoi? Ça va permettre une circulation des engins autour du bâtiment, notamment des nacelles, notamment des chariots, notamment des grues éventuellement. Des zones de stockage et livraison. Alors, des zones de stockage et livraison qui vont permettre aussi, en fait, si elles sont correctement définies, à l'entreprise de s'interroger à sa chronologie de livraison, par exemple, peut-être pour éviter d'avoir les éléments qui vont se poser en premier stockés complètement derrière, éviter d'avoir du matériel au large sur le chantier et puis de passer son temps à aller chercher telle pièce, telle pièce, telle pièce. Et puis aussi, dans le cadre de sa réflexion pour sa chronologie de livraison, éviter qu'elle livre les derniers éléments qui vont sur la couverture avant d'avoir les premiers poteaux qui lui permettraient quand même de démarrer le chantier tout de suite. Le point de levage des éléments, effectivement, qui a été abordé aussi, c'est donc en fait définir le centre de gravité des différentes pièces qui vont être à lever. Donc on aura des pièces plutôt simples dans leur conception, où on pourra avoir juste un centre de gravité qui va être indiqué via une encoche, via un marquage bien spécifique. On a aussi en fait des entreprises qui font du levage de structures et de profilés un peu plus importantes, donc avec nécessité d'avoir des points d'ancrage prédéfinis, on va dire, qui soient fixés à demeure ou pas, en fait, et qui permettent de fixer directement les endroits susceptibles de recevoir les accrochages, on va dire les crochets de levage des élingues ou alors des manilles, ce genre de choses, sans que l'opérateur, en fait, se pose la question, soit obligé de lever, ah mince, en fait, on n'est pas bon, on repose, on raccroche, on repose, on raccroche, pour enfin d'arriver à la bonne, au bon centre de gravité pour pouvoir emmener ces pièces qui en général sont aussi un petit peu plus sophistiquées et recherchées qu'une simple barre. Voilà. Montage au sol. Alors c'est un des aspects du montage au sol. Je ne sais plus si on en parle dans la vidéo, il me semble pas. Si on en parle, montage au sol. Alors il y a plusieurs écoles en fait. Certains appellent ça du montage en carré. D'autres sont pas forcément pour, mais on peut aisément imaginer de monter en fait des éléments qui soient un chevêtre ou ce genre de choses, plutôt que des trames complètes. Alors vous pouvez concevoir facilement que en fait monter un ensemble pré-assemblé au sol et le monter ensuite en l'air, on va avoir une seule opération de levage et puis une seule opération de fixation de la part de la personne qui sera dans la nacelle, et ensuite monter le maximum d'éléments au sol. C'est quand même de façon ergonomique beaucoup plus confortable que d'aller assembler des choses en l'air et de se pencher au-delà des nacelles. Pourquoi pas monter sur des baraudages de la nacelle ou ce genre de choses pour pouvoir atteindre un écrou ou une vis derrière pour resserrer. Voilà. Les palonniers, donc vous avez vu les palonniers sur la vidéo pour la prise des panneaux de couverture. Donc pourquoi les palonniers? Je pense que là aussi l'image exprime tout de suite en fait leur nécessité. On n'a pas de personnes qui vont promener les panneaux, un à chaque bout, ou 3 ou 4, peu importe. On a un système de palonnier avec ventouse à vide qui est prise par la grue, qui l'emmène et qui dépose directement à l'endroit où il doit être posé. C'est quand même beaucoup plus confortable que de se trimballer des panneaux sur la couverture à l'os. Et puis les accès, alors les accès, on est plus peut-être sur l'intervention ultérieure sous l'ouvrage.
En effet, ils peuvent être pensés d'une part, effectivement, par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est quand même le rôle à l'origine, mais les entreprises peuvent aussi avoir un rôle de conseil en tant que sachant et de pousser un petit peu à la roue pour que les choses se fassent dans ce sens-là, quoi. Les accès sur les couvertures via escalier ou échelle à crinoline, ce genre de choses. Voilà. Et puis le point anticiper la mise en commun des moyens. En fait, c'est sur les interventions, notamment de tout ce qui peut être bardage. Alors, on peut imaginer un grand bâtiment où on a des grandes surfaces de bardage à poser avec la mise en place de plateformes élévatrices, plateformes amas. Alors, mise en commun, vous allez me dire, oui, bah, pour le bardeur, effectivement, mais on peut très bien imaginer que le menuisier extérieur qui doit poser tous ces châssis aluminium ou autre, qui a des grandes bandes de châssis à poser sur le bâtiment, en bénéficie. Ça lui permettra de mettre en place ces finitions de façon beaucoup plus facile que de devoir travailler depuis l'intérieur, pencher vers l'extérieur, par exemple. On peut très bien imaginer aussi des enseignes à poser, puisqu'on est sur du gros bâtiment industriel, donc en général, c'est du bâtiment commercial ou une entreprise qui s'installe, donc on aura une grande enseigne à poser, ce genre de choses. Donc ça s'anticipe aussi, puisque le poseur d'enseigne pourra bénéficier de cette plateforme élévatrice, ou alors les travaux de l'électricien, s'il y a de l'éclairage extérieur à mettre en place, ce genre de choses. Voilà. Et puis alors, concernant les moyens de déchargement, bon là c'est beaucoup plus succinct en fait, puisque les moyens de déchargement à mettre en commun, ce sera, dans la majorité des cas, en fait, la grue du charpentier métallique qui va, elle, rendre service aux différents corps d'État qui doivent intervenir, en priorité peut-être à l'étancheur, par exemple, pourquoi pas à tous les lots techniques qui doivent intervenir par la suite pour les extracteurs de fumée, les systèmes de ventilation, le désenfumage, pourquoi pas aussi les panneaux photovoltaïques, ce genre de choses. Voilà. Donc les moyens de déchargement peuvent être anticipés et discutés en fait par la maîtrise d'ouvrage et le pilote de l'opération en courant du chantier. Voilà. Après, ça, c'était donc tout ce qui était point à retenir pour la conception. On a effectivement aussi les mêmes choses pour tout ce qui est bonne pratique sur chantier. Et je vous invite à nouveau visionner une autre vidéo réalisée toujours sur le territoire de la CARSAT Nord-Est avec les entreprises des Vosges et de la Haute-Marne. Bonjour, je suis Marc, responsable travaux au sein de l'entreprise Bâtiment Service à Thaon-les-Vosges. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de prévention sur chantier. Sur chantier, chez nous, il est nécessaire d'avoir des compagnons qui sont formés à l'utilisation des nacelles et des engins. La solution la plus efficace est celle qu'on utilise dans notre entreprise, c'est l'obtention des CACES et ça correspond à chacun des équipements qu'ils sont amenés à utiliser. On leur a également fait passer ce qu'on appelle l'AIPR, qui est une formation importante pour tout ce qui est conduite de grue pour maîtriser les interventions à proximité des réseaux. Comme ça, on sécurise toutes les manœuvres en dehors des formations. Bien sûr, nous, tous les 6 mois, avec notre matériel propre, on organise les vérifications périodiques. Lors des livraisons de charpente sur chantier, on tente de réduire tout ce qui est risque lié aux chutes de hauteur. Les recommandations de la CARSAT nous demandent de mettre en place des plateformes de livraison équipées de potence, auxquelles on a ancré les stop-chutes déharnés. Ou alors, nous utilisons des racks de stockage qui sont adaptés pour des livraisons complètes de grands éléments de structure. Et puis bien sûr, on fait attention que nos transporteurs soient équipés de remorques avec des ranchers susceptibles d'éviter tout risque de renversement. Pour tout ce qui est levage et montage des charpentes, les bonnes pratiques, elles, sont simples au final. Il faut toujours effectuer les opérations depuis des nacelles, tout ce qui est montage, levage de la charpente, tout ce qui est pose des garde-corps périphériques pour les interventions de pose, de bac acier ou de travaux d'étanchéité. On met à disposition également toutes nos nacelles ou alors on demande aux sous-traitants qui interviennent pour la pose des filets de sous-face de venir avec leur matériel propre. Dans le cadre du levage, on a une politique de vérification de toutes nos élingues et au moindre doute, nous jetons celles qui sont potentiellement inutilisables. Ensuite, pour tout ce qui est opération de livraison et de déchargement, lorsqu'on a des difficultés de communication entre nos opérateurs et grutiers, on utilise systématiquement des talkie-walkie. Ça permet d'informer en temps réel tout notre personnel des dangers potentiels qui les entourent.
Sur toiture, on retrouve les garde-corps avec les lisses et les filets de remplissage pour la protection des travaux de couverture et d'étanchéité. Pour la mise en place des filets de sous-face, on demande à nos sous-traitants de suivre la recommandation R446 qui est disponible sur le site amelie.fr. Ou alors, si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours faire appel à votre correspondant de la CARSAT sur votre secteur. Toujours dans le cadre de la mise en place des filets de sous-face, n'oubliez pas de faire la réception du montage et d'obtenir le procès-verbal de la part de votre installateur. Et pour finir, l'accès en toiture se fait systématiquement à la tour escalier. Alors, les points à retenir pour les chantiers. Donc, la mécanisation s'impose pour tout ce qui est montage et travaux sur chantier de charpente métallique. Donc, la formation des conducteurs d'engins et l'obtention du CACES est un prérequis qui est imposé pour tous les gens destinés à conduire ces engins de chantier et pour que le chef d'entreprise puisse délivrer l'autorisation de conduite. Dans le même registre, pour délivrer les différentes autorisations d'intervention à proximité des réseaux, c'est l'AIPR. Donc, une formation IPR, intervention à proximité des réseaux pour le levage, c'est-à-dire pour les grutiers et pour le personnel qui va être destiné à élinguer les différentes pièces, etc. Tout ça pour pouvoir appréhender de façon plus précise et plus pointue toutes les éventuelles lignes aériennes électriques qui soient dans le voisinage du levage. Voilà. Et puis quelque chose qui semble tellement évident, mais bon, ça va mieux en le disant, c'est le montage et l'assemblage à la nacelle de tout ce qui est charpente métallique sur site. L'accès par tour escalier. Alors, important le terme tour escalier parce que en fait, quand on dit tour escalier, on pense à une vraie tour avec des volets d'escalier, avec des paliers en fait au bout de chaque volet, et on pense pas à une tour d'échafaudage avec plancher trappe. Hein, c'est pas ça une tour escalier. Une tour escalier, c'est vraiment des volets d'escalier et des paliers. Alors, petit point comme ça, en fait, sur le dernier palier de la tour escalier, on doit accéder sur la couverture, hein, qui est le toit du bâtiment. Si on a la chance et que l'on a des architectes qui ont bien fait leur travail, on a donc en périphérie une lisse à 1,10 m pour éviter la pose de garde-corps par la suite pour les interventions ultérieures sur l'ouvrage. Donc il faut quand même penser que de ce palier d'arrivée pour redescendre sur la couverture va quand même avoir une petite suggestion à mettre en place à cet endroit-là, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. La réception des filets en sous-face. Alors, je voulais revenir un peu sur les filets en sous-face. En fait, la pose des filets en sous-face, c'est quasi systématiquement faite par des entreprises sous-traitantes qui sont mandatées par le charpentier métallique ou le couvreur qui va intervenir. Ces entreprises connaissent parfaitement la réglementation. Hein. En fait, elles savent pertinemment qu'elles doivent réaliser des réceptions de filets. Ce qu'ils savent moins, en fait, c'est les gens qui leur passent commande, c'est-à-dire les charpentiers métalliques ou les couvreurs. Donc, je vous invite, si vous intervenez sur des chantiers de charpente métallique et qu'on est en phase de pose de couverture et que les filets sont encore en place, de demander comme ça à la personne que vous aurez en face de vous s'il a le PV de réception des filets et de lui expliquer en fait ce qu'il y a dans les différentes recos pour pouvoir obtenir ce PV de réception. Les protections périphériques contre les chutes de hauteur. Alors, quand on parle des protections périphériques contre les chutes de hauteur, c'est-à-dire c'est qu'on n'a pas en fait de relevé suffisamment haut en périphérie du bâtiment, et on est sur ce qu'on appelle de façon commune de la protection étancheur, c'est-à-dire nos potelets tous les 1,50 m avec la lisse haute, le remplissage avec le filet, les ralingues périphériques qui sont accrochées, etc., etc. Voilà, c'est ce qu'on a en fait sur la quasi-totalité des chantiers. Ensuite, les outils de communication.
entre opérateurs et grutiers. Vous avez au démarrage effectivement du chantier avant toute pose de bac en couverture, vous avez une vue parfaitement dégagée. Hein, le grutier il voit tout ce qui se passe puisqu'il voit à travers la charpente. On a juste une ossature. Hein, le filet, c'est pas ça qui va faire obstacle. Et au fur et à mesure de la pose des panneaux, en fait, il s'obstrue la vue et il met un écran entre lui et les opérateurs. Donc, bien sûr, outil de communication, c'est simple. Hein, c'est simplement un système de talkie-walkie avec une seule personne qui manipule le talkie-walkie et toutes les consignes qui vont bien pour qu'il n'y ait pas un mélange de consignes entre le grutier ou incompréhension avec le poseur au-dessus. Alors, les plateformes de livraison avec potence anti-chute. Effectivement, c'est quelque chose vers lequel on souhaiterait tendre. Je vous avoue que c'est peu répandu. Alors, imaginez un camion qui arrive pour livrer des éléments de charpente métallique. Vous avez un grand plateau avec dessus les différents éléments, les poutres, etc. Donc, il va falloir monter sur le camion pour accrocher et élinguer pour pouvoir ensuite décharger et stocker. Et il y a une personne qui va monter. Donc, nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on pousse c'est qu'il y ait en place des plateformes avec une potence, un système anti-chute et que la personne puisse accrocher son harnais à ce système anti-chute lors des livraisons pour justement éviter de chuter du camion ou éviter de chuter depuis le matériel qui est dessus. Et ensuite, utilisation des palonniers. Alors, les palonniers, c'est intéressant. Donc, on a pu le voir dans la vidéo. Effectivement, ça évite d'emmener les panneaux de façon manuelle. Et je dirais que c'est un autre avantage. Alors, je vais vous parler de pratiques qui sont plutôt totalement proscrites, mais qui en fait, l'être humain étant ce qu'il est, sont visibles encore. Quand vous n'avez pas de palonnier sur les différents chantiers ou que l'entreprise n'a pas prévu de travailler avec un palonnier pour poser ses panneaux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les surmorques qui arrivent sur le chantier avec tous ces fardeaux de panneaux de couverture. Ils sont stockés où? En fait, ils sont déchargés et stockés directement sur la charpente. Et donc, imaginez la charpente, les filets en sous-face et les panneaux qui sont les fardeaux de panneaux, les différentes palettes de panneaux qui sont stockés de part et d'autre sur toute la charpente de façon aléatoire pour pouvoir avoir un semblant de dispatching. Donc, il va falloir aller les décrocher de là-haut pour pouvoir reprendre le crochet de la grue et puis accrocher le prochain fardeau. Et en fait, si vous avez un palonnier sur place et si la pose est prévue au palonnier, vous déchargez tout, vous le mettez à pied d'œuvre au pied du bâtiment. Et en fait, vous avez personne qui va aller au-dessus décharger, décrocher les différents paquets au-dessus du vide. Voilà, donc on approvisionne depuis le sol les panneaux au palonnier et on pose au-dessus et on pose à l'avancée. C'est-à-dire que les gens qui vont poser les panneaux se le feront toujours depuis une plateforme de travail plus ergonomique qu'en étant dans le vide. Voilà concernant les palonniers. La sécurisation des lanterneaux, en fait, vous avez sur la majorité des bâtiments, effectivement, ce qu'on appelle des lanterneaux ou des puits de lumière pour avoir de l'éclairage zénital. Alors, vous avez donc un système de ce qu'on appelle de cossières métalliques de relevé en périphérie où vont être posés ces éléments de lanterneaux. Et on a donc un trou. Donc, la meilleure des choses, c'est effectivement de poser les lanterneaux à l'avancement. C'est pas toujours possible. Donc, si on peut pas poser les lanterneaux à l'avancement, c'est mise en place de garde-corps autour de la réservation avec lisse haute, etc. Et puis, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais on a quand même obligation de mettre en place des lanterneaux avec les grilles en sous-face pour éviter les chutes à travers le lanterneau, ne serait-ce que pour les années à venir, une fois que le lanterneau ne sera pas forcément l'aspect du plexiglas en haut aura subi les affres, on va dire, des intempéries et des UV. Voilà. Évaluation de la portance au sol. Alors on a quand même affaire à des entreprises qui utilisent des grues de façon quotidienne. Donc les différents examens d'adéquation, c'est quelque chose qui est, on va dire, dans leur gène et qui font de façon innée. L'évaluation de la portance du sol, elle est notamment importante quand on va peut-être intervenir sur des endroits où on n'aura pas eu de plateforme préparée. Je pense plus à des chantiers agricoles ou viticoles. Et là, effectivement, la question
question peut se poser et le chef d'entreprise peut s'interroger. Donc, pour éviter tout risque de renversement, des grues, hein, tout simplement, ou des nacelles, en fait, pourquoi ne pas faire un essai de plaque, ce genre de choses, pour pouvoir s'assurer de la portance du sol pour les différents engins. Puis enfin, les vérifications périodiques des engins, qu'ils soient à jour. Effectivement, vérification, c'est une chose, mais en fait, ce qui est important, c'est que les différentes observations qui sont dans ces vérifications, dans ces rapports de vérification, soient, elles, levées et qu'il n'y ait plus de réserve sur ces rapports de vérification. Voilà, en fait, les différents éléments qu'on a pu obtenir et balayer suite à toutes nos actions qu'on a pu faire sur la circonscription. Alors, tout ça, vous allez pouvoir les retrouver sur la fiche FT12, fiche technique FT12, qui, elle, est disponible sur notre site CARSAT Nord-Est, et elle reprend de façon exhaustive toutes ces choses-là. Mais enfin, je vais redonner la parole à Nicolas, qui va, lui, vous exposer toutes les ressources qui sont à disposition et les éventuels contacts. Je vous remercie. Merci Régis. Donc oui, on va parler ressources. Ce que vous avez à votre disposition, donc c'est cette fameuse fiche FT12. Donc vous la retrouvez sur notre site dans notre offre documentaire et qui résume l'ensemble des informations que Régis vient de vous détailler. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site Amélie dans la partie entreprise et vous trouverez une page destinée aux maîtres d'ouvrage avec des informations assez intéressantes dedans, puisque vous allez retrouver toute la documentation, les thèmes opérationnels prioritaires et puis tout un guide pour conseiller les maîtres d'ouvrage dans la mise en œuvre de leur chantier. Vous allez aussi retrouver des témoignages vidéo d'entreprise intéressantes, et puis toutes les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles sur le secteur du BTP, là au niveau France. Et puis vous retrouverez aussi des études d'impact économique, c'est-à-dire l'apport de la prévention en matière d'économie des chantiers. Nous pouvons, les CARSAT, les CGSS peuvent aider financièrement les entreprises à investir en prévention. Donc nous avons des subventions prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés. Alors ces subventions vont réapparaître courant février. Nous avons nos nouveaux dispositifs qui vont bientôt être mis en ligne. Et puis nous avons aussi un second outil, un second dispositif de subvention qui sont les contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés. Je vous invite, si vous avez des projets, à en discuter avec vos correspondants CARSAT, ou bien à venir vous renseigner sur le site de la CARSAT Nord-Est notamment, ou de la CARSAT de votre entreprise, du lieu de votre entreprise. À noter que dans ces subventions prévention, par exemple la subvention Top BTP, on pouvait financer du bungalow de chantier, des passerelles de franchissement, des échafaudages à montage et démontage en sécurité, et puis on pouvait aussi aider à la formation de coordonnateurs SPS de niveau 3 dans les entreprises, et voilà, et pour notamment dans les entreprises de construction de maisons individuelles. Voilà, donc les nouveaux dispositifs seront en ligne, je pense, vers courant février. À noter également que l'on a l'arrivée en fin de premier trimestre, vers le mois de mars, du fonds d'investissement de la prévention d'usure professionnelle pour tout ce qui est aide liée à l'ergonomie des postes de travail. Donc, surveillez nos sites internet et les réseaux sociaux. On vous mettra à disposition ces informations-là au fur et à mesure que nous les recevrons. Sur nos réseaux sociaux, j'attire votre attention sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de la CARSAT Nord-Est et celle de l'assurance maladie, sur lesquelles vous allez retrouver des films intéressants, et notamment les films que l'on vous a passés pendant cette présentation. Et puis, vous pouvez aussi questionner vos interlocuteurs habituels, dont vous avez le numéro de téléphone, et vous pouvez aussi poser des questions à notre centrale, notre plateforme téléphonique qui est spécialisée sur les risques professionnels, qui est le 36 79.
Voilà, je vais laisser Marc nous rejoindre et puis laisser la place à l'ensemble de vos questions. Voilà, alors effectivement, sur le chat, j'ai pu répondre à un certain nombre de questions. Effectivement, certaines questions portaient sur l'accès avec la nacelle. Alors, on rappelle qu'une nacelle élévatrice mobile de personnes, une PEMP, est un poste de travail finalement que l'on peut élever à hauteur pour voir notamment réaliser les boulonnages et les fixations des différents éléments de la charpente. Par contre, il n'est pas question, en règle générale, de se servir d'une nacelle élévatrice comme moyen d'accès à la toiture qui est en cours de réalisation ou en cours de pose d'étanchéité dessus. Encore une fois, il peut y avoir des risques, notamment lorsqu'on va quitter le panier pour aller se remettre sur cette toiture en cours de travaux, avec un phénomène éventuellement de rebond et de mouvement, et ça constitue de cette façon-là également un risque. Alors d'autres questions ont été posées bien sûr sur les tours d'escalier proprement dites. Une tour d'escalier peut être considérée comme une structure d'échafaudage et comme telle, bien sûr, on invite les entreprises à former leurs salariés au montage, démontage d'échafaudage, donc aux structures de tours escaliers. Et puis bien sûr, une fois que ces ouvrages provisoires ont été montés et assemblés, il convient de réaliser une opération de réception avant que la mise en service ne puisse être rendue opérationnelle. Voilà, donc autre question, mais bien sûr les formations au levage, bien sûr sont bien sûr nécessaires. Le chef de manœuvre est bien sûr indispensable pour sécuriser l'ensemble des manœuvres de levage, et un palonnier dont on vous a parlé dans la présentation fait partie de ce qu'on appelle les appareaux de levage. Ces appareaux de levage, bien sûr, leur utilisation peut faire partie d'une formation au levage, et je vous rappelle que les appareaux de levage doivent être également vérifiés périodiquement pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de risques, notamment de rupture lors de leur utilisation sur chantier. Alors je regarde un petit peu le chat, si d'autres questions apparaissent, bien sûr mes collègues peuvent. Et dans les questions aussi. Alors je ne sais pas si sur les chats, y a-t-il une formation obligatoire pour le montage des filets? Donc effectivement, le montage des filets doit faire aussi l'objet d'une attention particulière avec une formation spécifique. Mais on vous invite également pour les filets de sécurité qu'on vous invite à avoir sur les chantiers, bien sûr, à plutôt faire appel à des entreprises spécialisées qui interviennent sur ce champ d'intervention, parce qu'encore une fois, les filets sont des éléments de sécurité indispensables, mais également pointus quant à leur maintenance, leur entretien, leur pose, leur démontage. Et là, effectivement, on vous encourage vraiment à plutôt faire appel à un prestataire qui, lui, sera organisé, formé pour faire ce type d'intervention. Je regarde si vous avez... Alors, je vois aussi que un de nos interlocuteurs nous parle de l'escalier, de l'escalib, de la société Mills, qui est un outil intéressant et qui est effectivement plus facile peut-être à mettre en œuvre que à monter une structure de tour escalier. Mais voilà, chacun peut faire appel à ces différentes techniques d'accès en hauteur. Bien sûr, il faut aussi également exiger un PV de réception lorsque un filet de protection a été posé. Et ce PV de réception se fera bien sûr entre l'entreprise de pose et l'entreprise qui est donneuse d'ordre. Le charpentier, en l'occurrence, peut-être dans ce qui nous intéresse. Et ce PV va mettre en évidence que l'ensemble des prescriptions qui ont été demandées, l'ensemble de la prestation qui a été achetée, répond bien à ce que l'on attend. Alors voilà, donc on vous met bien sûr en ligne. Alors c'est un de nos interlocuteurs qui met en ligne le guide filet en sous-face de système S, qui a été publié conjointement,
sur le site de prévention BTP de nos collègues de l'OPP BTP, avec bien sûr l'accompagnement des professionnels et de l'INRS lors de l'écriture de cela. Et je crois que Nicolas a peut-être une réponse à nous faire à l'oral sur les subventions. À toi, Nicolas. Oui. Oui, alors on est, je vous disais, hein, pour les subventions, on a l'arrivée du fonds d'investissement de prévention de l'usure professionnelle qui est lié à la réforme des retraites. Donc c'est pour ça que cette année, on met un petit peu de temps à mettre en ligne nos aides financières, puisque toutes les aides financières qui concernent la thématique de l'ergonomie vont être financées par ce nouveau fonds. Donc on est en train de réécrire l'ensemble de nos subventions qui concernaient l'ergonomie pour qu'elles soient utilisables avec ce nouveau fonds. Donc c'est pour ça que vous allez bientôt avoir en ligne les subventions des caisses qui ne concernent pas l'ergonomie, et courant mars, on pourra mettre en ligne les subventions liées à l'ergonomie. Les contrats de prévention, eux, vont être possibles, sont même déjà possibles de négociation avec les collègues, avec vos correspondants CARSAT, et on attend juste nos dotations, ça devrait arriver là début février. Marc, on a d'autres questions ou on peut clore? On arrive. Alors j'essaye de répondre. Alors peut-être une information plus globale sur les statistiques. Effectivement, on demandait quelles étaient les principales causes d'accidents du travail. Et bien effectivement, 50%, la moitié des accidents du travail ont pour cause les manutentions. Donc effectivement, cause importante, et d'où la nécessité d'avoir des mesures de prévention adaptées, que ce soit d'abord par les moyens en commun que le maître d'ouvrage doit mettre en œuvre sur les chantiers, et puis ensuite, bien sûr, par l'utilisation des équipements de levage, des équipements de manutention, que chaque entreprise ensuite se doit de mobiliser elle-même pour l'exécution de ces tâches et l'exécution de ce chantier. Derrière ça, dans les accidents du travail, d'autres causes principales sont les chutes de hauteur et de plein pied, qui représentent environ 30% des accidents de travail dans le BTP. Donc, vous voyez que les deux causes principales d'accidents du travail ont été évoquées au travers de ce webinaire, et on espère que les bonnes pratiques que Régis vous a décrites à la fois lors de la conception des projets, mais aussi lors des phases de chantier, que ces bonnes pratiques, vous les mettrez en œuvre d'une façon efficace et pertinente et permanente sur vos chantiers de construction de bâtiments à ossature métallique, mais aussi sur les autres. N'oubliez pas de le faire sur le reste. Voilà, je regarde si on a d'autres questions. Voilà, donc effectivement, un de nos interlocuteurs nous dit effectivement, c'est la mission même du coordonnateur. Effectivement, il s'agit d'éviter de la superposition des tâches entre, par exemple, la pose et la finition des longues grines par le gros œuvre et le montage de la charpente, de la couverture, parce que le planning est serré. Alors bien évidemment, ça relève bien sûr d'abord du travail du coordonnateur, mais aussi en coordination avec en coopération avec le maître d'œuvre, avec l'OPC, le cas échéant sur les chantiers où il y a un OPC, de façon à ce que les tâches ne soient pas superposées physiquement, et de façon à éviter bien sûr tout accident de coactivité sur le chantier. Il est fondamental effectivement de bien gérer cela. Alors précision, certains avaient posé la question sur les nacelles ciseaux. Bien sûr, les nacelles ciseaux, c'est le même principe que les nacelles multidirectionnelles qu'on a vu à l'image. Ce ne sont pas des moyens d'accès en hauteur sur une toiture ou sur une surface en hauteur, mais ce sont bien des moyens qui permettent de disposer d'un poste de travail en hauteur, sécurisé bien sûr en protection collective. Merci Marc. On a fait le tour ? On a fait le tour. Dernière question, on me pose la question d'un monteur d'un escalier hélicoïdal, c'est-à-dire d'un escalier type escalibre, je suppose. Effectivement, là, on est peut-être sur plus une formation ou une information, une sensibilisation forte des représentants de l'entreprise, des salariés de l'entreprise, par le fabricant de la structure, de façon à ce que, encore une fois, elle soit assemblée, montée, installée sur chantier, de façon à éviter tout risque. Donc là, on vous invite vraiment à vous rapprocher du fournisseur de cet escalier hélicoïdal. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas
tracer ce que vous aurez fait. Ça rassurera l'ensemble des équipes et l'ensemble des salariés lorsque l'ouvrage sera mis en œuvre. Voilà. Merci. Merci Marc. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui a participé à la production de ce webinaire. Je vous remercie aussi à vous de votre participation et des questions que vous avez posées. La présentation est disponible dans l'onglet APPS et puis sera disponible dans l'onglet partage de fichiers, dans APPS, dans la partie partage de fichiers, juste à la fin du webinaire. Et puis je terminerai en vous donnant rendez-vous pour d'autres webinaires du réseau prévention de l'assurance maladie risque professionnel. Et je vous dis à bientôt et puis un bon appétit parce qu'il est midi. Merci.